Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 11, Les gens de l'eau, de Angèle l'Indien blanc, de François Place. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et à partager. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie. Alors nous allons commencer. Chapitre 11, Les gens de l'eau. La neige continuait à tomber. Majestueuse, silencieuse, elle prenait possession de son domaine avec une lenteur patiente et inexorable. Et la maison des plumes grises, à l'inverse, bruissait d'une allégresse irrépressible. Nos journées se passaient en course, en glissade, en escarmouche, à coups de boules de neige. Nous en profitions d'autant plus que les heures de jour se faisaient rares. On en aurait presque oublié d'avoir froid, si celui-ci ne s'était renforcé progressivement au point de geler le rivage. J'avais fini par ne plus prêter attention aux grondements qu'on entendait à intervalles réguliers. La neige, d'ailleurs, en atténuait profondément la portée. Elle les étouffait sous son duvet, tout comme elle recouvrait les toits et les pirogues remontées sur la berge. Au 6e jour, une délégation des plumes blanches se présenta. Les fils et les pères firent comme s'ils ne se connaissaient pas. J'étais toujours surpris de cette distance scrupuleusement observée entre les âges. La rencontre, en conséquence, se tint en terrain neutre, à l'écart de la maison. Il fut question des gens de l'eau, si du moins j'en comprenais bien les termes, et d'une visite à nos cousins. Lorsque les plumes blanches furent reparties, nos jeux continuèrent, mais l'insouciance en avait disparu. Ou alors mes compagnons faisaient semblant, car ils paraissaient avoir d'autres soucis en tête. Il n'y en avait que pour ces gens de l'eau, et pour leur grand roi. Nous dormions sous le toit de notre longue maison, sur un plancher posé sur des poutres à mi-hauteur. Le coin opposé à l'ouverture était occulté par une cloison tressée. Et je n'avais jamais eu l'autorisation de m'y aventurer. Or, la nuit, suivant la rencontre, Alak, le plus âgé, fendit cette cloison du haut en bas. Il en sortit des lances à pointe d'eau recourbées en harpons, des bottes et des manteaux de peau. Tout cela fut distribué sans un mot et aussitôt caché sous les matelas de jonc. À ma grande joie, je reçus moi aussi un équipement, mais on me fit comprendre de ne pas manifester ma reconnaissance, et surtout de ne pas poser de questions. Le lendemain, les plumes blanches apportèrent du poisson séché. Le borgne n'était pas avec eux, mais je vis avec plaisir que Corvadoro les accompagnait. Celui qui prit la parole se nomma. Il s'appelait Waoga, et c'était le chef des plumes blanches. Jeunes frères, nous allons visiter nos cousins les gens de l'eau, et leur offrir la chair de bois fumé. Voulez-vous nous accompagner ? Alak s'avança, et après s'être lui aussi présenté, il répondit d'une voix assourdie et intimidée. Frère aîné, nous n'avons pas fini de saluer la neige, mais nous serons heureux de vous accompagner. Le contraste entre leur mine grave et l'arrivée de Corvadoro me fit réprimer un fou rire. Il faut dire que sa démarche, déjà singulière, était encore accentuée par une paire de bottes montantes en peau de phoque, dans lesquelles flottaient maladroitement ses maigres jambes. Eh bien, Angèle, nous partons apparemment en expédition, une sorte d'ambassade si j'en juge par les torrents d'amabilité déversés sur ses cousins, ou alors une bonne petite guerre, à voir les armes qui surgissent de tous côtés. Je ne sais pas qui sont ces gens de l'eau, mais le respect qu'ils inspirent à nos hôtes est proche de celui qu'on réserve aux défunts. En tout cas, ils nous donnent une excellente occasion de visiter cette charmante contrée, mettons-la à profit pour en trouver la sortie. Je ne répondis pas. Nous devions être une bonne centaine à partir, mais notre troupe compacte, hérissée de lances et de harpons, s'étira assez vite en une longue file clairsemée qui lui fit perdre beaucoup de son allure guerrière. Nous traversâmes la baie dans la direction opposée, à la sortie du détroit. Celui qui marchait en tête, Makoa, était un des plus âgés parmi les plumes blanches. Il donnait l'impression de divaguer comme un homme ivre. Il y voyait très mal, et l'on murmurait qu'il ne tarderait pas à rejoindre les anciens. D'ailleurs, sa vue n'était pas en cause, car d'après les jeunes chasseurs qui m'accompagnaient, ses hésitations venaient de ce qu'il suivait le rêve. La nuit tomba très vite. Tout le monde se regroupa dans une grotte autour d'un feu,
L'endroit était visiblement une halte souvent fréquentée. Les traces des passages précédents y étaient partout visibles. Après seulement 3 heures de sommeil, on reprit la longue marche à la seule lueur des étoiles et d'un quartier de lune. Le petit jour révéla un paysage élargi, la côte laissée en arrière, réduite à un liseré de montagneux. En certains endroits, la glace présentait l'aspect chaotique d'un défilé rocheux particulièrement difficile à franchir. La deuxième nuit était bien avancée lorsque nous nous trouvâmes un nouvel abri de fortune. Puis il fallut repartir de nouveau sans grand repos. L'aube nous trouva perdus au milieu d'une vaste étendue de glace, aussi étale et polie que la surface d'un miroir. Des vapeurs légères la recouvraient, infusées de la pâle rougeur du soleil. Les contours, au loin, d'une nouvelle côte me firent comprendre que nous n'étions pas encore sortis de la mer intérieure. Le vieux Makoa s'arrêta. Aussitôt les plumes blanches nous indiquèrent par gestes comment nous déployer. J'avoue que tout ce silence m'impressionnait, d'autant que je ne voyais nulle part la trace de ces mystérieux gens de l'eau. En tout cas, si leur intention était belliqueuse, ils n'auraient pu rêver de cible plus parfaite que nos silhouettes noires se détachant sur cette étendue glacée. Un long moment se passa ainsi. Makoa ne bougeait pas. Waugat, le chef de l'expédition, scrutait un point indéfini sur la ligne d'horizon. Je dressai l'oreille. Les grondements habituels qui sourdaient dans le lointain reprenaient, me semblait-il, avec un peu plus de force. Des traînées lumineuses fugaces zigzaguaient sous la surface. Maintenant, les guetteurs des plumes blanches avançaient à 4 pattes, nous demandant de rester à distance. Quelque chose bougeait sous la glace qui s'accompagnait de reflets animés d'une vague palpitation. Soudain, l'un des chasseurs bondit sur ses pieds. La glace venait de se briser devant lui et l'eau grise jaillissant en geyser de la crevasse retomba en pluie sur ses épaules. Les guetteurs battirent en retraite et dans le trou qui s'était formé, ils jetèrent ce que je pris pour des bûchettes, mais qui n'étaient en fin de compte que de petits fagots de poissons séchés. J'entendis refluer l'écume dans une sorte de bredouillis de plus en plus discret, puis soudain, sans crier gare, un puissant ronflement. Une tête noire émergea. L'animal se dressa au bord du trou, en appui sur ses puissantes nageoires. Il nous fixait avec un mélange de colère et de perplexité. Avec des crissements suraigus, la glace se rompit en d'autres endroits. Il y avait eu bientôt une bonne trentaine d'animaux à demi émergés de la carapace de glace, comme des monstres sortis d'une immense coquille d'œuf. Le front des mâles portait une longue corne droite torsadée, une véritable rapière capable d'embrocher n'importe qui, ayant la mauvaise idée de venir s'y frotter. Les femelles n'en avaient pas, mais elles se servaient de leur tête comme d'un marteau. C'étaient elles qui brisaient la glace. Wauga donna le signal. Les chasseurs, oubliant toute prudence, se mirent à courir vers les poches d'eau vive, au risque de s'y engloutir. Les premiers harpons atteignirent leur cible, chacun savait ce qu'il avait à faire. Les plumes grises plus jeunes et plus rapides entouraient une proie pour la harceler. Leurs harpons volés perçaient la peau, gênaient l'animal dans ses mouvements. Ceux des plumes blanches se figeaient en profondeur dans l'épaisse couche de graisse. Cramponnés au lasso de cuir attaché au harpon, les chasseurs se rejetaient en arrière en tirant de toute leur force. La bête arraisonnée se débattait en rugissant, ruisselante d'écume et de sang. On l'achevait d'un coup de lance en plein cœur. On halait sa dépouille hors de l'eau. Partout des cris de glissade au milieu des éclaboussures des appels. C'était une chasse exaltante et dangereuse. Luck exultait. Les gens de l'eau n'abandonnent jamais leur pareil. Quand l'un d'eux est blessé, les siens viennent à la rescousse. La chasse sera bonne. La glace frémissait, parcourue de lueurs diffuses et d'ombres rapides. Elle craquait par endroits, se soulevait ou s'effondrait partout où des bulles s'accumulaient. Pareil à des orages se propageant sous nos pieds. Soudain, elle se fendait, brisée comme du verre, une faille s'ouvrait, crevait, en libérant l'un de ces grands animaux éructants de rage et de fureur. Il fallait de bons réflexes pour éviter leur défense lancée en avant. Le jeu de la poutre et du bâton trouvait là son aboutissement. Les chasseurs Woanois
se précipitaient dans tous les sens pour frapper. Je courais à côté de Luck. Nous avions contribué à 2 belles captures des femelles tachetées qui gisaient un peu de distance l'une de l'autre. Lui et moi poursuivions maintenant une ombre qui nageait en frôlant la glace, tout droit vers une large brèche. C'était notre chance. Nous y arrivâmes presque en même temps, mais trop tard, car l'animal plongea sans nous laisser le temps de le harponner. C'était un mâle presque noir, d'une taille colossale. Les mâles faisaient tous au moins 5 fois la taille d'une femelle, et ils étaient aussi beaucoup plus belliqueux. Ils n'étaient vulnérables que le corps à demi immergé. Dans l'eau, personne ne pouvait les atteindre. Sur la glace, ils faisaient face et combattaient férocement. Même si leurs nageoires pouvaient briser une jambe comme une brindille, c'était de leur défense qu'il fallait se méfier le plus, car ils s'en servaient comme d'une lance ou d'une épée. Leur cuir labouré des cicatrices portait les innombrables traces de l'usage immodéré qu'il en faisait pour se battre en duel. Nous contournâmes le trou d'eau, toujours en courant, et le grand phoque fit soudain demi-tour, remonta et donna un violent coup de tête dans la glace qui se souleva sous nos pieds. Luck dérapa, je voulus l'attraper au vol, tomber à mon tour, entraîné par sa chute. À 4 pattes, nous tentâmes de gagner une glace plus solide, car celle qui nous soutenait, parcourue de fissures, oscillait dangereusement avec le clapot. L'ombre en dessous avait disparu. Je me redressai, glissai de nouveau. Nous nous étions beaucoup trop éloignés du groupe de chasseurs. Je vis soudain remonter une masse lancée à pleine vitesse. La glace céda d'un coup, l'animal en jaillit, soufflant un puissant jet d'air et d'eau mêlés par les naseaux. Il retomba lourdement et la glace tangua de plus belle. Luck avait bondi sur ses pieds, il essayait de reprendre l'équilibre. Le harpon à la main. Je lançai le mien qui se figea dans le cuir de la bête au niveau de l'épaule. Mais le mouvement me fit encore une fois déraper. Luck s'avança. La tête du phoque se balançait, il semblait hésiter. Soudain, il lança son attaque. Luck se rejeta en arrière. La corne d'ivoire manqua de nous traverser l'un et l'autre, et le grand phoque, continuant sur sa lancée, replongea un peu plus loin, causant l'effondrement de la glace qui ne tenait plus que par des brisures, en nous précipitant tous les deux à l'eau. Luck avait eu le temps de le frapper, son harpon s'était planté juste à côté du mien. Je remontai à l'air libre, crachant l'eau glacée et cherchant à tâtons la bordure solide, tout en soutenant Luck de mon autre bras. J'entendis une sorte d'éternuement furieux dans mon dos. Une force terrible me jeta en avant. Elle m'aurait broyé contre la glace si celle-ci n'avait pas cédé en s'engageant sous mon buste. Accroché au glaçon, je cherchais Luck autour de moi. Le phoque noir l'avait épinglé comme un papillon. Il plongea et je ne vis plus que leurs 2 ombres s'enfoncer toujours plus loin sous la surface. Fin du chapitre 11. Angèle l'Indien blanc de François Classe. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à partager et n'oubliez pas la cloche de notification. Merci, au revoir.